Dans le Sahel burkinabé, une ville surgit sans bruit. Hors des radars occidentaux, des marteaux et des bulldozers tracent près de 12 000 logements sans prêts étrangers, alors que plus de 2 millions de déplacés cherchent un refuge durable, entre bâches trouées, services au bord de la rupture et poussière quotidienne. Que change, pour eux comme pour le spectateur, le pari d'Ibrahim Traoré de financer cette ville avec l'or du pays plutôt qu'avec des dettes venues d'ailleurs, et d'en faire un prototype de reconstruction? Si l'essai réussit, une autre gouvernance s'esquisse, discrètement. La promesse de ce récit est claire, mais elle s'accompagne d'enjeux élevés. Il ne s'agit pas seulement de construire des maisons, mais de tester un modèle capable de transformer une crise humanitaire massive en mécanisme de stabilisation durable, sans recourir aux circuits habituels de l'aide internationale. Le bénéfice pour le lecteur est précis. Comprendre l'enjeu réel d'un modèle fondé sur la maîtrise locale plutôt que sur la dépendance extérieure. À ce stade, les risques sont réels. Si l'organisation locale faiblit, si les ressources nationales se contractent ou si la coordination entre civils et institutions se délite, l'ensemble pourrait s'enrayer rapidement. Un projet de cette ampleur, mené sans prêts étrangers ni supervision multilatérale, expose le pays à des tensions budgétaires, politiques et sociales non négligeables. Mais l'autre face de cette équation est tout aussi tangible. Chaque logement construit, chaque école ouverte, chaque réseau d'eau mis en service ancre physiquement une nouvelle manière de décider et d'habiter ensemble. C'est dans cette tension entre fragilité structurelle et promesse d'autonomie que s'inscrit l'expérience impulsée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Elle oblige à regarder au-delà des discours et à mesurer ce qui est réellement en train de se jouer, sur le terrain comme dans les rapports de force institutionnels. 6 mois après la décision initiale, une image aérienne change la lecture du Sahel burkinabé. Plus de 12 000 logements sont déjà tracés dans le nord du pays, dans une zone longtemps jugée impraticable. Ce volume, encore modeste face à l'ampleur de la crise, devient significatif lorsqu'on le rapporte au point de départ. Près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Burkina Faso, sans accès stable à l'eau, à l'abri ou aux services essentiels. Ce contraste entre masse déracinée et construction accélérée constitue le premier révélateur du projet porté sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour en mesurer la portée, il faut revenir à la situation de départ. Avant le chantier, des villages entiers avaient été vidés par la violence, tandis que les villes existantes absorbaient un afflux continu de familles sans logement. Les camps improvisés se multipliaient, faits de bâches fragiles exposées aux pluies et à la chaleur, où la précarité devenait la norme quotidienne. Les organisations humanitaires décrivaient une crise persistante, appuyée par une succession de rapports, de diagnostics et de recommandations. Pourtant, derrière cette accumulation d'analyses, un facteur bloquant revenait sans cesse: la dépendance à des dispositifs extérieurs, souvent lents à se mettre en place, fragmentés entre acteurs et incapables de répondre à un déplacement massif dans des délais compatibles avec l'urgence sociale. C'est dans ce contexte qu'un choix politique a émergé. Les territoires repris aux groupes armés n'ont plus été pensés comme de simples zones tampons militaires, mais comme des espaces de reconstruction civique. Cette inflexion, simple dans sa formulation, a produit un renversement profond. Une carte de guerre s'est progressivement transformée en carte de peuplement. Le projet de la ville Thaninte, ville de la Renaissance, est né de cette bascule, conçu comme un chantier strictement national, mobilisant ingénieurs, unités du génie, civils et futurs habitants, dans une coopération continue. À partir de là, la question centrale n'est plus seulement de savoir combien de maisons sont construites, mais ce que ce changement de logique révèle sur la capacité d'un État et de ses citoyens à reprendre la main sur leur trajectoire collective,
sous l'arbitrage politique d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce que produit le chantier au-delà des chiffres, il faut observer ceux qui l'animent au quotidien, loin des annonces officielles. Sur une parcelle encore marquée par les traces de violence, un ancien agriculteur déplacé après l'attaque de son village apprend à lire des plans simples. Il ne manie plus la terre comme avant, mais il comprend désormais comment une fondation répartit le poids d'un mur et pourquoi une maison bien orientée dure plus longtemps. Ce savoir nouveau lui redonne une fonction sociale claire. À quelques dizaines de mètres, une femme ayant perdu son mari dans les affrontements coordonne un petit groupe chargé du séchage des briques. Elle n'avait jamais exercé de responsabilité collective, mais elle sait aujourd'hui reconnaître un mélange défectueux, organiser les rotations et signaler un défaut avant qu'il ne fragilise l'ensemble. Ce rôle la sort d'une identité assignée de victime pour l'inscrire dans une dynamique d'utilité reconnue par les autres. Un peu plus loin, un adolescent orphelin suit une formation accélérée à la maintenance d'un engin de chantier léger. Sous la supervision d'une équipe mixte, il apprend à diagnostiquer une panne simple, à anticiper l'usure, à respecter des règles de sécurité. Pour lui, cette compétence représente autre chose qu'un emploi temporaire. Elle ouvre une trajectoire qui n'est plus dictée par l'errance ou la peur. Ces dites scènes ne sont pas isolées. Elles se répètent sur l'ensemble du site et dessinent un même mouvement. Le chantier agit comme un espace de réapprentissage social, où chacun retrouve un rôle, une responsabilité et un lien minimal avec les autres. La reconstruction ne se limite plus au bâtiment. Elle restructure les trajectoires individuelles et recrée une cohésion de base indispensable à toute stabilisation durable. Ainsi, la transformation la plus immédiate n'est pas matérielle mais humaine. Tout commence par une décision qui paraît presque technique mais qui marque une rupture nette. Au début de la saison des pluies, les unités du génie reçoivent l'ordre de se mobiliser, non pour sécuriser une zone, mais pour y bâtir. Avant, ces territoires du Nord étaient traités comme des espaces à contenir, à surveiller, parfois à contourner. Après cette décision, ils deviennent des lieux à structurer, à équiper, à habiter. Ce basculement transforme une logique défensive en dynamique de reconstruction active, sous l'arbitrage politique fixé par Ibrahim Traoré. La première phase est celle de l'activation. Les bulldozers avancent sur d'anciennes positions tenues par des groupes armés, escortés par des soldats munis de plans plutôt que d'armes. Les équipes du génie tracent les axes, identifient les zones inondables, creusent des canaux d'écoulement pour anticiper les pluies. Cette organisation initiale donne le tempo. Elle évite l'improvisation et installe un cadre lisible indispensable pour attirer ensuite les civils et les volontaires. Vient ensuite le moment du crescendo. Les fondations du premier quartier pilote sont posées à un rythme méthodique. Les civils moulent les briques sur place en recyclant des matériaux disponibles localement. Les convois quotidiens assurent un flux continu de ciment, de panneaux solaires, d'outils et de structures métalliques. Malgré la saison humide, le chantier ne s'interrompt pas. Cette continuité crée un effet de confiance. Ce qui devait durer quelques semaines s'installe dans la durée, sans à-coups visible. Le point de bascule intervient lorsque le chantier devient visible. Les images aériennes commencent à circuler sur les réseaux locaux. Alignement de toits rouges, réseaux électriques en maillage, routes tracées avec précision. Ce passage de l'invisible au tangible modifie la perception collective. Les familles déplacées cessent d'attendre passivement et se portent vente volontaire. Le projet n'est plus une promesse abstraite, il devient un espace mesurable auquel chacun peut se projeter. La phase suivante correspond à l'ouverture des premières infrastructures sociales. Une école élémentaire ouvre ses portes. Elle est simple, fonctionnelle, sans monumentalité. Pourtant, sa portée symbolique dépasse largement sa taille. Des enfants qui vivaient ou des bâches entrent dans des salles de classe construites par leurs propres parents.
Cette scène agit comme un accélérateur psychologique. Elle transforme la ville en devenir en lieu de transmission et non plus seulement en abri. À partir de là, les effets se diffusent. Les ministères synchronisent leurs ressources. Les compagnies minières publiques livrent le métal nécessaire aux structures. Les ingénieurs finalisent les installations solaires. Les agronomes organisent les premières ceintures agricoles périphériques. Chaque secteur trouve sa place dans une chaîne cohérente. Dans les casernes, on parle de défense par l'infrastructure. Sur le terrain, de dignité retrouvée. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'intervient pas dans les détails opérationnels. Son rôle est ailleurs. Il fixe une règle simple et répétée: pas de prêts étrangers, pas de consultants internationaux, pas de sous-traitance extérieure. Cette contrainte, loin de freiner le chantier, en garantit la cohérence. Elle empêche la dispersion des objectifs et maintient l'alignement entre décision politique et exécution locale. Ainsi, le déroulé général suit une trajectoire claire: activation militaire, structuration civile, visibilité publique, appropriation communautaire, puis institutionnalisation progressive. Le chantier cesse d'être une réponse ponctuelle à l'urgence. Il devient un système qui se renforce en avançant et dont chaque étape prépare la suivante. Le point de départ chiffré est brutal et ne laisse aucune ambiguïté. Avant le lancement du chantier, près de 2 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur du Burkina Faso, sans accès régulier à un logement durable ni aux services essentiels. Ce chiffre sert de repère social initial. Il mesure l'ampleur du défi auquel le pays faisait face lorsque la décision de reconstruire sur fonds nationaux a été prise sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. 6 mois plus tard, un premier écart mesurable apparaît. Plus de 12 000 logements sont sortis de terre dans le nord, avec un accès minimal à l'eau, à l'électricité et à des équipements collectifs de base. Pris isolément, ce volume reste insuffisant pour absorber l'ensemble des déplacés. Mais replacé dans son contexte, il révèle un changement de capacité. En un semestre, sans prêts étrangers ni dispositif humanitaire classique, une infrastructure résidentielle complète a été amorcée dans une zone auparavant considérée comme instable. Ce rythme constitue le premier indicateur d'une rupture opérationnelle. Un troisième repère chiffré complète la lecture. Autour du chantier, plus de 4000 emplois ont été créés, dont environ la moitié occupés par d'anciens déplacés. Ce nombre ne se limite pas à une statistique économique. Il indique un basculement de statut. Des personnes auparavant définies par leur vulnérabilité deviennent des contributeurs directs à la reconstruction. Le bénéficiaire se transforme en acteur et l'assistance potentielle en production réelle. Ces trois chiffres mis en relation éclairent la dynamique en cours. Les 2 millions de déplacés rappellent l'ampleur de la crise initiale. Les 12 000 logements montrent une capacité de réponse concrète. Les 4 000 emplois révèlent une intégration économique progressive. Aucun de ces indicateurs, pris séparément, ne suffit à raconter le projet. C'est leur articulation qui permet de comprendre le mouvement enclenché. Les logements ne représentent pas seulement des unités bâties. Ils fonctionnent comme des cellules sociales où la vie quotidienne peut se réorganiser. L'accès à un toit stable permet la scolarisation, la reprise d'activités économiques et la reconstruction de réseaux de voisinage. Les emplois créés ne se réduisent pas à un revenu temporaire. Ils génèrent un tissu productif local fondé sur des savoir-faire transférables et une circulation interne de la valeur. Ce passage du quantitatif au qualitatif est central dans la lecture du modèle défendu par Ibrahim Traoré. L'autonomie n'y est pas présentée comme un slogan politique, mais comme un mécanisme mesurable. Chaque indicateur agit comme un point d'ancrage permettant d'évaluer non seulement ce qui a été construit, mais ce qui a changé dans la manière de produire, de décider et de participer. L'écart,
le plus significatif ne se lit toutefois pas uniquement dans ces trois chiffres. Il se manifeste dans des effets secondaires observables. Une diminution des déplacements internes vers les grandes villes, une participation accrue aux conseils de quartier, une stabilisation des échanges économiques locaux. Ces évolutions ne figurent pas toujours dans les tableaux de suivi, mais elles découlent directement de la dynamique enclenchée. Ainsi, les données ne servent pas à démontrer une réussite définitive, mais à signaler une trajectoire. Elles montrent qu'une mobilisation interne peut produire des résultats tangibles dans un laps de temps court, là où les dispositifs extérieurs peinaient à suivre le rythme de la crise. C'est dans cet écart entre attente et capacité réelle que se mesure la portée du chantier actuel. Deux critiques principales reviennent de manière récurrente dans les échanges diplomatiques et dans certains cercles d'analyse internationaux. La première soutient qu'un projet de cette ampleur, conduit sans partenaires multilatéraux ni supervision extérieure, expose le pays à un risque d'isolement politique. Selon cette lecture, l'absence d'acteurs internationaux réduirait la transparence, affaiblirait les mécanismes de contrôle et limiterait la capacité du Burkina Faso à absorber de futurs chocs économiques ou sécuritaires. L'autonomie financière serait alors moins un atout qu'une contrainte, dépendante de ressources nationales par nature fluctuantes. La seconde critique vise la place du génie militaire dans le chantier. Pour ses détracteurs, une ville construite sous coordination militaire pourrait masquer une centralisation excessive du pouvoir. Même si la finalité est civile, le risque serait de voir s'installer une gouvernance verticale où la participation locale servirait davantage de façade que de réel levier décisionnel. Dans une telle configuration, la reconstruction deviendrait un outil de contrôle territorial plutôt qu'un processus d'émancipation communautaire. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent des précédents où des projets ambitieux menés dans l'urgence ont dérivé faute de contrepoids institutionnels. Toutefois, les éléments observables sur le terrain invitent à nuancer ces lectures. D'abord, la gouvernance locale du chantier repose sur des conseils de quartier constitués d'habitants réinstallés, de femmes, de jeunes et d'anciens déplacés. Ces instances décident publiquement des priorités immédiates, comme l'implantation d'équipements ou l'organisation des ressources communes. Les arbitrages ne sont pas imposés par une chaîne hiérarchique fermée, mais débattus et validés collectivement. Ensuite, les flux financiers liés au projet sont suivis par des institutions nationales indépendantes, notamment la Cour des comptes. Les ressources proviennent des revenus publics et miniers, sans intermédiaires extérieurs, ce qui réduit la complexité des circuits et facilite la vérification. Cette traçabilité interne ne remplace pas un contrôle international, mais elle limite certaines zones d'opacité souvent associées aux grands programmes d'aide. Enfin, la participation quotidienne des habitants agit comme un contrepoids structurel. Un espace strictement contrôlé par l'État génère rarement un tel niveau d'engagement volontaire dans la maintenance des infrastructures, l'organisation des services et la résolution des conflits locaux. Cette implication constante rend plus difficile toute dérive autoritaire durable. Ainsi, loin d'invalider le projet, ces critiques permettent d'en préciser les conditions de viabilité. Le débat ne porte pas sur l'absence ou la présence d'acteurs extérieurs, mais sur la capacité des mécanismes locaux à rester ouverts, mesurables et réellement participatifs. Au cœur du chantier, une formule revient souvent. Une maison devient une arme douce. Cette formule, entendue au cœur du chantier, marque un tournant conceptuel. Elle résume une bascule qui dépasse la simple construction d'infrastructures. Lorsque l'idée est reprise publiquement par Ibrahim Traoré, elle requalifie l'ensemble du projet. Bâtir n'est plus seulement répondre à une urgence humanitaire, mais stabiliser durablement un espace social sans recourir aux outils sécuritaires classiques.
À partir de ce point, l'échelle change. Les quartiers en formation cessent d'être perçus comme des alignements de logements temporaires. Ils deviennent des unités vivantes capables d'absorber des populations déplacées tout en recréant des routines collectives. Les ingénieurs parlent de respiration urbaine pour décrire ce phénomène. Des zones autrefois instables commencent à structurer des activités quotidiennes prévisibles, condition essentielle à toute cohésion. Ce déplacement se lit dans les gestes ordinaires. Des familles plantent des arbres autour des nouvelles maisons pour fixer le sol et l'ombre. Des bénévoles organisent l'entretien des puits. Des jeunes mettent en place des circuits de distribution pour l'électricité solaire. Ces initiatives ne sont pas imposées par un plan central. Elles émergent parce que l'espace bâti rend l'investissement individuel rationnel et durable. À ce stade, le chantier n'est plus seulement un projet piloté par l'État. Il devient un prototype actif de cohésion civile où la sécurité naît de l'appropriation collective plutôt que de la contrainte. Les effets du projet apparaissent nettement lorsqu'on les observe à travers quatre groupes distincts, chacun touché selon des logiques et des temporalités différentes, mais reliés par une même dynamique impulsée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, le premier impact est institutionnel. Les administrations, longtemps perçues comme éloignées ou abstraites, retrouvent une légitimité opérationnelle. Les agents publics, les ingénieurs civils et les unités du génie travaillent dans un cadre commun, visible et concret. Cette proximité entre décision et exécution modifie la relation entre autorité et population. Des enquêtes internes indiquent qu'une majorité de foyers réinstallés estiment désormais que l'État joue un rôle direct dans leur sécurité quotidienne. Cette confiance ne repose pas sur des discours, mais sur une présence continue et des résultats tangibles. Du côté des entreprises nationales, la transformation est économique. Les ateliers de briques, les petites fonderies et les unités de production solaire fonctionnent à plein régime pour alimenter le chantier. Le choix de ne pas importer massivement de matériaux favorise la circulation interne de la valeur. Les petites et moyennes entreprises développent des partenariats horizontaux, partagent des innovations pratiques et renforcent leurs capacités. Cette dynamique réduit la dépendance aux marchés extérieurs et permet des investissements progressifs dans des filières durables ancrées dans le territoire. Pour les citoyens réinstallés, l'effet est aussi les plus intimes, mais tout aussi structurants. Disposer d'un logement stable, d'une école fonctionnelle et d'une activité rémunérée recompose la vie quotidienne. Les familles peuvent se projeter à nouveau dans le temps long. Les enfants reprennent une scolarité régulière. Les jeunes acquièrent des compétences techniques directement mobilisables. Les femmes occupent une place croissante dans les conseils de quartier, tandis que les anciens deviennent des référents pour les nouveaux arrivants. Ce tissu relationnel ne résulte pas d'une injonction, mais de la densité des interactions générées par le chantier lui-même. À l'échelle régionale, enfin, le projet produit un effet d'entraînement. Des délégations venues du Mali, du Niger et de la Guinée observent le fonctionnement de la ville de la Renaissance. Ces pays, confrontés à des crises similaires de déplacement et de fragilité institutionnelle, y voient une piste pour réduire leur dépendance aux financements extérieurs. Cette curiosité régionale nourrit une émulation politique où la souveraineté n'est plus conçue comme un repli, mais comme un processus partagé. Les chancelleries étrangères restent prudentes, mais reconnaissent la portée symbolique d'un précédent construit sans assistance internationale directe. Ces quatre niveaux d'impact ne fonctionnent pas isolément, ils se renforcent mutuellement. Une administration plus crédible soutient des entreprises plus solides. Des entreprises locales dynamiques offrent des emplois aux citoyens réinstallés. Une cohésion sociale renforcée stabilise l'environnement régional. Dans cette chaîne d'effets,
Ibrahim Traoré apparaît moins comme un gestionnaire central que comme le catalyseur d'un alignement entre institutions, économie et société. Ainsi, la ville de la Renaissance ne se limite pas à un ensemble de bâtiments. Elle agit comme un dispositif de recomposition collective dont les conséquences dépassent largement son périmètre initial et redéfinissent à plusieurs échelles la manière de faire société dans un contexte de sortie de crise. Trois trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant du rythme de construction, de la stabilité institutionnelle et de la capacité des habitants à maintenir l'élan collectif né du chantier. Ces trajectoires ne prétendent pas prédire l'avenir. Ils servent à cartographier les marges possibles d'évolution d'un modèle encore en consolidation. Dans l'hypothèse la plus probable, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération majeure. Si les équipes civiles et les unités du génie maintiennent leur cadence, alors la ville de la Renaissance poursuit une croissance contrôlée. Les logements déjà livrés constituent un socle opérationnel, tandis que les infrastructures essentielles se stabilisent progressivement. Les écoles, les cliniques, les réseaux d'eau et les installations solaires s'articulent de manière plus fluide avec les initiatives citoyennes. Si la transparence budgétaire est préservée, alors les audits réguliers renforcent la confiance locale et limitent les tensions internes. Dans cette configuration, le projet consolide ses acquis sans encore changer d'échelle. Dans une hypothèse plus favorable, plusieurs facteurs convergent. Si la participation communautaire continue de s'intensifier et si les ressources nationales restent stables, alors le modèle commence à se diffuser au-delà de son périmètre initial. D'autres provinces adoptent des variantes adaptées à leurs contraintes locales. Les échanges entre régions s'intensifient, les petites entreprises renforcent leurs capacités et des corridors économiques internes émergent. Si les pays voisins approfondissent leur intérêt, alors une coopération technique régionale se met en place, fondée sur la production locale et le partage d'expériences. Dans ce cas, la ville de la Renaissance devient une référence pour un urbanisme souverain à l'échelle sahélienne. L'hypothèse la plus contraignante repose sur une série de fragilités cumulées. Si les revenus miniers fluctuent fortement, si des pressions médiatiques ou diplomatiques s'accentuent, ou si une fatigue organisationnelle apparaît sur le terrain, alors la coordination peut se dégrader. Le rythme de construction ralentit, certaines priorités entrent en concurrence et l'engagement citoyen s'effrite. Toutefois, même dans cette hypothèse, les infrastructures déjà construites agissent comme des amortisseurs. Les maisons, les écoles et les points d'eau limitent l'ampleur des perturbations et offrent une base minimale de résilience sociale. Dans les trois cas, un principe demeure constant. La viabilité du modèle dépend moins du volume de béton coulé que de la continuité des mécanismes participatifs. Si la cohérence collective est préservée, alors le projet conserve sa capacité d'adaptation, quelles que soient les contraintes extérieures. Comprendre la ville de la Renaissance, c'est aussi mesurer ce qu'elle change pour ceux qui observent le Burkina Faso à distance, souvent à travers des titres anxiogènes ou des mots-clés réducteurs comme certains titres d'actualité en ligne. Le projet oblige à déplacer le regard du registre de l'urgence permanente vers celui des transformations concrètes visibles dans la vie ordinaire. Pour un lecteur extérieur, le premier déplacement est mental. Il s'agit de sortir d'une vision figée du pays, trop souvent associée à la violence, à l'instabilité ou à la dépendance. Les images de logements en construction, d'écoles fonctionnelles et de quartiers organisés ne ninent pas les difficultés, mais elles introduisent une autre lecture. Elles montrent que des marges d'action existent, même dans des contextes fortement contraints. Cette relecture modifie la manière dont des expressions comme Ibrahim Traoré Burkina Faso sont perçues, non plus seulement comme des références politiques, mais comme des marqueurs de dynamique sociale en cours.
Le second déplacement est c'est plus personnel. En observant des familles qui plantent des arbres autour de leur maison, des jeunes qui entretiennent des réseaux solaires ou des commerçants qui rouvrent des marchés provisoires, le spectateur est été confronté à des gestes simples mais structurants. Ces gestes rappellent que la reconstruction ne commence pas toujours par de grands plans, mais par des décisions quotidiennes, répétées, souvent invisibles. Ils donnent chair à des processus que les chiffres seuls peinent à traduire. Enfin, ce récit ouvre un miroir partiel. Sans transposer mécaniquement le modèle, il invite chacun à s'interroger sur sa propre réalité. Comment des principes comme l'organisation collective, l'entraide ou la maîtrise locale pourraient-ils s'appliquer à plus petite échelle ailleurs dans d'autres contextes? Cette question dépasse le cadre du Sahel. Elle touche à la manière dont des communautés confrontées à des crises diverses peuvent prendre une part de contrôle sur leur trajectoire. Ainsi, suivre cette expérience ne relève pas uniquement de l'analyse géopolitique ou de l'actualité internationale. C'est une invitation à repenser ce que signifie reconstruire et à reconnaître que des réponses locales peuvent parfois déplacer des cadres que l'on croyait immuables. Pour que la dynamique engagée se transforme en modèle durable, un cheminement progressif s'impose, fondé sur des étapes claires et mesurables plutôt que sur des annonces symboliques. L'objectif n'est pas d'élargir rapidement le chantier, mais de stabiliser les mécanismes qui ont permis son émergence. Dans l'esprit défendu par Ibrahim Traoré, la première étape consiste à consolider les réalisations existantes. Les 12 000 logements déjà construits doivent devenir un référentiel opérationnel. Des audits techniques et sociaux réguliers permettent d'évaluer la qualité des structures, l'accès réel aux services et la satisfaction des habitants. Ces évaluations, rendues publiques, jouent un rôle central pour maintenir la transparence et éviter toute idéalisation qui fragiliserait la crédibilité du modèle. La deuxième étape repose sur l'essaimage contrôlé. Deux nouvelles zones de construction sont identifiées, chacune dotée de brigades locales de génie civil. Ces équipes, composées de techniciens formés sur le chantier initial, disposent d'un mandat précis et d'un calendrier trimestriel. Leur performance est mesurée selon des critères simples: respect des délais, participation communautaire et durabilité des infrastructures. Cette décentralisation limite la dépendance à une coordination centrale permanente. La troisième étape concerne l'approvisionnement. Les ateliers de briques, les unités solaires et les petites fonderies sont intégrés dans des partenariats publics-privés nationaux. Chaque région développe sa propre capacité de production afin de réduire les coûts de logistique et de stimuler l'emploi local. Les indicateurs suivis portent sur l'autonomie matérielle, la qualité des modules produits et la continuité des chaînes d'approvisionnement. La quatrième étape renforce la gouvernance de proximité. Les conseils de quartier deviennent des instances permanentes chargées de la formation, de la médiation et de la gestion des ressources communes. Leurs décisions sont prises en assemblée, documentées et évaluées selon leur impact sur la cohésion sociale. Cette architecture institutionnelle garantit que la participation reste un mécanisme réel et non un simple principe affiché. Enfin, pour garder un cap lisible, l'évaluation globale s'appuie sur 6 repères transversaux: logement, éducation, santé, emploi, sécurité et cohésion sociale. Ces repères permettent de suivre l'évolution du projet au-delà des volumes construits. Ils rappellent que, dans l'approche impulsée par Ibrahim Traoré, la réussite ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en effets durables sur la dignité collective. Lorsque l'on revient mentalement vers les silhouettes croisées au début du chantier, on ne retrouve plus les mêmes trajectoires figées. Les les gestes ont changé de sens. Ce qui était apprentissage hésitant est devenu pratique transmise.
Ce qui relevait de l'urgence s'inscrit désormais dans une continuité. Sans reprendre les scènes initiales, on perçoit une évolution silencieuse. Des individus autrefois dispersés se reconnaissent comme membres d'un même espace partagé. Le chantier a laissé des traces qui ne se mesurent pas uniquement en infrastructure. Des routines se sont installées, des responsabilités ont été assumées puis relayées, des décisions collectives ont été prises sans attendre d'instructions extérieures. Cette normalité reconstruite agit comme un socle invisible mais déterminant pour la suite. Elle réduit la dépendance à l'événement et installe la durée. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un centre que comme un point d'impulsion initial. Son rôle n'est pas de figer un modèle, mais d'avoir créé les conditions d'un déplacement, passer d'une population en attente à une communauté en capacité d'agir. Le projet cesse alors d'être un symbole politique pour devenir une expérience sociale vécue, appropriée, parfois critiquée, mais rarement ignorée. Une certitude s'impose alors, simple et dense. La stabilité naît quand chacun retrouve une utilité visible. Ce constat ne clôt pas le récit, il en résume la portée. La ville de la Renaissance n'est pas achevée, mais elle a déjà modifié la manière dont ses habitants se perçoivent et se projettent. C'est cette transformation intérieure, plus encore que les murs bâtis, qui donne au projet sa résonance durable. La ville de la Renaissance n'est plus seulement un chantier observé de loin, ni un symbole projeté sur le Sahel. Elle devient un repère narratif, un point d'appui pour interroger ce que signifie reconstruire lorsque les ressources sont limitées, mais que la volonté collective persiste. Ce récit ne demande ni admiration automatique ni adhésion sans nuance. Il invite à regarder autrement des dynamiques souvent réduites à des catégories simplificatrices. Pour celles et ceux qui suivent cette expérience, l'enjeu n'est pas de juger un modèle comme définitif, mais de comprendre ce qu'il rend possible. Partager cette histoire, la discuter, la confronter à d'autres contextes, permet d'élargir le champ des options imaginables. La reconstruction cesse alors d'être un concept abstrait réservé aux experts. Elle devient une suite de choix concrets, portés par des communautés réelles. L'interaction compte aussi. Poser des questions, exprimer des doutes, comparer avec d'autres expériences nourrit un débat plus riche que la simple consommation d'actualité. Ce dialogue, même à distance, participe à la circulation d'idées qui dépassent les frontières. Une question reste volontairement ouverte sans réponse imposée. Que deviennent nos sociétés lorsque nous cessons de penser que l'avenir doit toujours venir d'ailleurs?